Eros. Eros? Eros, oui. Ah, C'est mon mais nom de c'est famille. génial. Oui. Ah, C'est c'est mon nom de famille, oui. génial. Aïe, aïe, aïe. Et puis, moi, je m'appelle Hamza. Hamza, Voilà, oui. c'est le prénom et le nom de famille, c'est Agi. Agi? Oui. Bon, on est, voilà, entre l'Eros, le passif et Agi. C'est un bon. Ah, je m'excuse d'arriver en retard, mais bon, c'est comme ça. En général, on est un peu plus nombreux, D'accord. mais voilà, ça va. Mais voilà, s'il y a des gens qui viennent, c'est 4 ou 5 personnes de plus, pas plus. Je pense que c'est le titre que j'ai mis, le désespoir et l'angoisse, qui fait que beaucoup de gens se retiennent. Alors, vous voulez que je fasse d'abord, que je aille directement à ce Est-ce que je peux enrichir ou pas? Oui, Bon, oui, c'est sympathique. oui, oui. Mais de toute façon, si vous voulez, on n'est pas à vous embêter avec ça, Non. et je peux vous envoyer les Ah, textes. bah, avec plaisir. Ah oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de pages. Je peux vous envoyer tous les deux les textes, avec plaisir. si, comme ça, parce que j'ai beaucoup d'accent, donc comme ça vous entendez d'abord la voix et après on lit le texte. vous lisez, et ça éclaire beaucoup, beaucoup. Et alors, les textes, par moments, c'est un peu dense, vous allez voir, mais c'est parce que moi, j'ai un travail en tête. J'ai un travail en tête, c'est un concept que Lacan a développé à partir de Freud, mais Freud, avant que la psychanalyse existe, Freud de 1895, vous pouvez le noter, 1895, avait écrit, il avait un grand ami qui s'appelait Fliss, il avait écrit à son ami, qui était neurologue, il avait essayé de faire une psychologie, comme on essaye aujourd'hui d'ailleurs, une psychologie à l'image ou au modèle du système neuronal. Parce que vous savez que Freud était un neurologue. Voilà. Donc il a fait ces textes où c'est comme ces inspirations que vous avez, vous connaissez une femme ou un homme, quelqu'un qui vous intéresse, et du coup il vous inspire et il sort le meilleur de vous. Et je crois que ce monsieur Fliss, ami de Freud, a fait sortir de lui les meilleurs par rapport à ce qui concerne la construction d'une théorie. Parce que ce texte de 1895 a un on dirait, comment dire, est rassemblé, mais sans le savoir lui-même peut-être, mais rassembler tout ce qui après va devenir des concepts essentiels de sa théorie. Et Lacan, qui ne ratait rien, c'était le grand malin, a détecté une façon de Freud d'écrire comment psychologiquement, mais toujours par référence aux neurones, se construit le psychisme. Il voulait montrer à un neurologue que neurologie et psychologie peuvent se rencontrer, ou au moins prendre comme ça, c'est modèle. Freud ou Lacan? C'est Freud. Je vais passer à Lacan tout de suite. Freud voulait montrer comment la psychologie et la neurologie pouvaient se rencontrer. Voilà, parce que dans cette amitié. Et Lacan rencontre dans ce texte qui est très intéressant mais très difficile, personne ne lisait ce texte, il n'y a que Lacan qui s'est mis, il trouve le fameux mot das Ding. Das Ding en allemand, ça veut dire la chose. Et Freud va faire des... Bon, Freud le dit en passant, il décrit que quand le bébé est né, il rencontre un étranger, dit-il. Il ne dit pas la mère. C'est intéressant, des fois, il dit les prochains étrangers, Nebenmensch en allemand, hein? Les prochains étrangers. Il rencontre les prochains étrangers.
Et ces prochains étrangers, pour Freud, il y a deux caractères, deux faces. Une face, c'est la maman, on va dire la maman. Il a deux faces. Une face et qui va être celle qui oriente les bébés dans les plaisirs ou dans les déplaisirs. S'il s'occupe d'elle, c'est le plaisir, de lui, c'est le plaisir, mais s'il se fait attendre, c'est le déplaisir. Cet autre, c'est Nevenmensch, c'est comme une orientation dans la vie de ces futurs sujets, du plaisir et du déplaisir. Voilà. Ça, c'est une partie de ces grands autres. Mais il y a une autre partie, et l'autre partie, c'est celle qu'il appelle das Ding, la chose. Il dit la chose. La chose, c'est une chose qui ne change pas, parce que pour plaisir et déplaisir, il y a des choses changeantes. Il y a qui bougent. C'est ça, c'est bon chez Laval. Je ne sais pas si vous avez lu Freud, mais il parle de ça dans la négation. Les bébés, c'est comme ça. Ce qui est bon pour lui, il avale. Ce qui est mauvais, paf, il les jette. Ça, c'est plaisir, déplaisir. Ça, c'est le grand autre qui va appeler Lacan. Par contre, c'est de ces grands autres lui-même, il y a quelque chose, de cet étranger qu'il trouve, il y a quelque chose d'autre qui se fixe, qui ne change pas. C'est un lieu vide, dit Freud, et Lacan reprend cette vide de la chose, ces choses qui néanmoins d'être vides, on peut pas, les bébés ne peuvent pas la représenter. Mais c'est un lieu qui va orienter sa vie. Moi, j'adore parce que parfois, c'est mieux raconter la psychanalyse comme un conte que la raconter d'une façon scientifique, comme Freud justement faisait, des concepts très difficiles à saisir. Alors, je vais vous la raconter comme dans un conte, et c'est donc cette chose qui repère Lacan, et Lacan, que c'est un homme qui a travaillé toute sa vie en essayant d'élaborer une théorie qui soit digne de la psychanalyse, va prendre la chose et en lisant Freud en 1920, vous voyez c'est loin, Freud a écrit Au-delà du principe des plaisirs. Voilà, pulsion de vie et pulsion de mort. Lacan va associer ce das Ding, que pour lui c'est un lieu vide parce que c'est un lieu de jouissance. Et les grands autres, la mère, c'est plaisir des plaisirs, c'est das Ding, c'est la jouissance. Et qu'est-ce qu'il va faire Lacan? Va reprendre au-delà du principe des plaisirs de Freud, qui parle des pulsions des morts, qu'il découvre la pulsion des morts, les échecs, des rêves à répétition, des cauchemars, tout ça il appelle pulsion des morts, Freud. Et Lacan va lier, il dit que ces pulsions des morts, qu'il appelle Freud, c'est ça la jouissance. C'est une jouissance, et c'est pour ça que das Ding va devenir le lieu de jouissance. Mais c'est un lieu qu'on ne peut pas approcher, parce que quand on jouit trop, je ne sais pas si vous avez vu des psychotiques, la jouissance peut vous tuer. Je peux vous donner des exemples, mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Quand on est dans la manie, vous voyez, ça c'est la pure jouissance. Dans la psychose, non? Vous voyez, la manie, quand l'objet se sent tout puissant, qu'il peut, qu'il transgresse tout, qu'il est dans la transgression. Ça, c'est la jouissance pour Lacan. Donc, ça n'a rien à voir avec la jouissance sexuelle. Voilà, après Lacan va faire différents types de jouissance. D'accord, d'abord c'est la jouissance. Voilà, la jouissance en général, parce qu'il parle de ces pulsions de mort. Mais vous savez qu'après, il va voir, et déjà à partir de Freud, il va voir la puissance. Quand on parle de pulsions, c'est sexuel. Pour Freud, pour la psychanalyse, c'est comme ça. Il y a d'autres pulsions, la femme, la FAIM, femme, soif, sont des pulsions aussi. Vous avez
manger parce que sinon vous tuez quelqu'un. Mais bon, mais ce qui intéresse Freud, c'est la grande découverte de Freud, c'est que nous sommes constitués par des pulsions sexuelles. Toutes les pulsions partielles qui appellent Freud et que Lacan reprend avec force, les pulsions partielles sont des pulsions sexuelles. Donc ces pulsions de mort, de destruction, sont aussi des pulsions sexuelles. Mais, et alors, je vous réponds parce que vous m'avez dit, mais c'est ça la jouissance. Il va y avoir différents types de jouissance. Il y a la pulsion sexuelle, après Lacan, mais ça c'est plus tardif. Je suis en train de parler, vous voyez, de Freud et comment Lacan reprend Freud. Mais après, il y aura la jouissance autre, qui dit que c'est la jouissance de la femme. La jouissance phallique, que c'est la proprement sexuelle, des rapports sexuels. C'est pas qui est difficile à entendre cette théorisation. Je vais vous la raconter. Et il y a la jouissance des sens, donner, comme les philosophes, donner des sens à des choses, c'est aussi une jouissance. Il y a la jouissance des savoirs. Savoir, ça donne une jouissance. En général, en psychanalyse, c'est toujours cas par cas. On ne peut pas généraliser. Vous avez 40 élèves ou 40 patientes, chacun est différent. On peut voir quelque chose superficiel qui les rassemble, là, je ne sais pas. Mais chacun d'eux a une histoire absolument singulière. Et il n'y a pas de personnes, c'est les cas pour cas. Il n'y a pas des psychismes pareils. Comme il y a des millions et des millions de neurones, bon, il y a des millions et des millions de personnes qui sont différentes. Bon, tout ça pour raconter que je vais partir, tout mon travail de désir et désespoir, c'est à partir de ces fameux Das Ding. Là, je vous ai donné les contextes. Le contexte dans lequel. Les contextes. Das Ding, la chose. Das Ding, la chose. Je vous prie, s'il vous plaît, de m'arrêter quand vous ne comprenez pas quelque chose et de me questionner d'après votre expérience. Donc la chose, c'est quoi? Das Ding, c'est la traduction allemande. Das Ding, en français, c'est la chose. Exact. Est-ce que donc la chose, c'est le plaisir de plaisir? La chose, c'est la jouissance. C'est un lieu énigmatique. C'est un lieu, vous savez que l'histoire des refoulements, on refoule en psychanalyse, justement par rapport aux pulsions sexuelles, on refoule ce que notre moi ne peut pas accepter de nous, parce qu'elle est sociale, parce que l'institutrice, parce que la maman, les papas ne vont pas être contents de faire des choses qu'on fait. Et alors on les refoule. Ça, c'est le refoulement freudien. C'est ça qui va devenir l'inconscient, le refoulement freudien. Par contre, la chose, c'est quelque chose qui n'a pas été refoulé et qu'on ne peut pas la représenter. Parce que le refoulement, c'est quoi? C'est la représentation de quelque chose de sexuel qui est inacceptable pour votre moi, par votre moi. C'est ça le refoulement. Pour vous situer que la chose est au-delà de ça, c'est avant même le refoulement. Quand le bébé naît, il retrouve cette personne étrangère que va être la maman. De cette personne, c'est tout petit le bébé quand on les nouveau-nés, mais néanmoins, ça va rester dans ces nouveau-nés une chose qui est énigmatique, il ne sait pas, mais il sait que ça existe. Moi, je l'ai dit, et je suis en train de faire un travail, que c'est les placentas, les fœtus. Il n'y a pas rupture, et de plus en plus les neurologues le disent, il n'y a pas de rupture totale entre les fœtus et la sortie dans le monde aérien, l'air, les nouveau-nés. Et les fœtus, il y a une continuité quand même. Il y a des différences énormes parce que dans les fœtus est complètement nourri
par les cordons ombilicaux et protégé totalement par les placentas. Vraiment, les nouveau-nés, les fœtus, une substance vive, parce qu'il est déjà vivant, même s'il n'est pas sorti, c'est un être vivant qui est là. Il n'y a que des gammes, G-A-I-N. Il n'y a que des gammes dans le ventre de la maman, parce que tout lui est donné automatiquement, sans demande. C'est ça qui va changer quand on est né. Quand on est né, on va commencer à pleurer. Pour demander. Pour demander, pour montrer qu'il n'est pas bien. Par contre, dans le ventre de la mère, j'appelle les paradis. C'est pas seulement les paradis, il y a des mamans qui se droguent, il y a des problèmes. Mais d'un point de vue des besoins de la réalité de notre monde qui nous entoure après, donc tous les besoins sont automatiquement, comment on dit, satisfaits. Il n'y a pas de demande. C'est la grande différence entre bon, quand il est né, il rencontre sa maman, c'est là qu'il commence les problèmes avec ces bébés, ces fœtus qui étaient vraiment dans je l'appelle le paradis, mais c'est pas. Et pourquoi? Parce que quand il est né, la première chose qu'il doit faire, parce que dans le ventre, tout était fait pour lui. Mais là, la première chose qu'il va faire, c'est déployer ses poumons pour pouvoir respirer. Avant, il ne respirait pas. C'est les cordons ombilicaux qui lui donnaient absolument tout ce dont il avait besoin. Donc, les premiers traumas du bébé, si vous voulez, les premiers, plutôt que traumas, et forts, là, c'était passif. C'est un type passif, tranquille. Dès qu'ils sont au monde de nous, et il commence à travailler. Je vais vous envoyer aussi, parce que c'est impressionnant, un travail de Aldo Nauri. C'est un grand pédiatre très connu qui a été analysé, qui s'intéresse à la psychanalyse, qui critique la psychanalyse. Mais dans cet article, il nous montre l'état actuel en neurologie et beaucoup d'autres, de tous ces gens-là qui s'occupent de neurologie, physiologie, etc., de la science due. Et l'état actuel, ça veut dire 2014, cet article, de la neurologie. Et alors on voit que les fœtus, évidemment tout le monde le sait, il entend la voix de la mère, il entend les odeurs, c'est très bien expliqué là, mais je préfère que vous le lisez tout seul, si ça vous intéresse, pour vous actualiser de qu'est-ce que c'est un fœtus. Et là, c'est plus difficile pour moi d'expliquer. Il y a des cellules incroyables, parce que toutes nos cellules meurent et se reproduisent tous les jours, à chaque heure, meurent et se reproduisent. Et alors, ça se passe la même chose dans les fœtus, seulement que dans les fœtus, il y a des cellules. Il y a des cellules partout, vous savez, mais il y a des cellules qui vont se connecter avec les cerveaux et qui vont rester. Par contre, il y a d'autres cellules qui meurent, qui ont une utilité pendant un certain temps et qui après ils disparaissent. C'est très intéressant. Je vous conseille, plus que les choses que je vais vous dire, que vous lisez ça, vous savez pourquoi, pour voir l'actualité de la science et les erreurs qu'on peut faire par rapport au nouveau-né. Il explique. Il ne dit pas, il entend les odeurs. Il entend les odeurs, non? Il sent les odeurs. Il montre ici tous les sens du bébé, et ce qui est très étonnant, parce que si je le montre, c'est par rapport à Darling, évidemment, tous les sens, ils sont développés déjà chez les fœtus, c'est pour ça. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit, Nauri? Que la chose la moins, la plus développée va être la vue, que justement, il ne voit rien. Les fœtus ne voient rien parce que tout est obscur à l'intérieur du placenta. C'est le seul sens.
justement, qui ne se développe pas, qui se développe à la femme et que pourtant il est très fort parce qu'après la vue, c'est les sens qui nous fait comprendre le monde, à part la parole, le langage de la carte, mais la vue, quand vous voyez, vous rentrez déjà dans la connaissance, parce que par la vue, c'est l'origine de la connaissance. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Naouri? Que les bébés nouveau-nés, ça veut dire, ça faisait 4 heures qu'il était fœtus. À 4 heures de sa naissance, je ne peux pas croire, il reconnaît la photo de sa mère. C'est ça qu'il dit Naouri. Moi, je lui fais confiance, je ne pense pas que c'est un charlatan. Ça veut dire qu'à l'intérieur n'est pas utilisé la vue, parce que tout est obscur. Mais 4 heures, je peux te le montrer, cherche-le toi-même, à 4 heures de naissance, il peut reconnaître, il est né, il est dans la salle d'accouchement. 4 heures après de couper les cordons, il reconnaît, je ne sais pas comment ils font les chercheurs, mais il reconnaît la photo de la mère. Je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse. Non, sans parler de tout ce qu'il y a, les fœtus et les bébés quand il est né. C'est nous qui faisons des ravages avec ces petits, mais pas seulement nous, c'est pas vrai. Lisez cet article, c'est parti de la nature. Il y a des gains et des acquis. C'est très intéressant parce qu'il dit chaque fois qu'il y a un gain, il y a une perte. Dans l'utérus, il est comme ça, il ne faisait rien, mais dès qu'il naît, à chaque gain qu'il obtient de la vie, il va perdre quelque chose. Exemple, à 3 mois ou 6 mois ou plus, il connaît 400 phonèmes. Vous voyez la relation qu'ils font les bébés? Vous voyez comment ils parlent? Il y a 400 phonèmes. Et après, par amour à la mère, parce qu'après, avec la maman, tout va se compliquer. L'amour, les papas, tout va se compliquer. Et il perd des... Je ne me souviens pas quand il a dit des 400 phonèmes, on arrive à 21, au moins en français, qui sont les phonèmes que nous avons besoin pour parler la langue française. Vous savez qu'est-ce que c'est un phonème? C'est une... A, c'est un phonème. Pa, c'est un phonème. C'est la langue. Sans sens. Non, cet article, je n'ai pas pu... Hier soir, je suis restée jusqu'à quelle heure? Tout, il raconte que même dans la marche, quand le bébé commence, il commence à marcher à 12 mois, il a 1000 choses qu'il peut faire. Et petit à petit, pour apprendre à marcher, qui va être un gain, il va perdre beaucoup de choses. Tous les danseurs le savent, beaucoup de choses qu'il pouvait faire avant. Mais pour se dresser et commencer à marcher, et c'est comme ça. Dans le ventre de la mère, il n'y avait que des gants, tout lui était donné. Il sort de la mère, il faut que chaque chose qu'il fait, il va les payer. Vous savez que l'exemple est très joli pour moi. L'exemple, par exemple, la mère lui demande de faire des caca dans sa peau. Eh bien, qu'est-ce qu'il va perdre? Par amour, il va faire caca. Mais c'était un plaisir extraordinaire de faire caca tranquillement dans sa culotte, tranquille, et on vient l'embêter. Mais par amour, toutes les pertes qu'il fait, c'est par amour. Pour vous donner l'importance de l'amour dans l'existence. Parce qu'on dévalorise beaucoup l'amour maintenant. Mais l'amour, c'est ce qui vous maintient vivant. Vous vous rappelez des expériences d'hospitalisme qu'on appelle? L'hospice. Exact, exact. Vous pouvez donner tout à un enfant, tout, mais si vous ne lui donnez pas d'amour, l'enfant meurt. On vous donne à manger tout, mais avec froideur, sans s'adresser à lui, on le met en biberon, sans lui parler, il meurt. Il meurt, l'hospitalier. Je l'ai vu ça en Roumanie, j'ai des expériences
terrible en Roumanie parce que je suis allée voir des enfants abandonnés et c'est exactement ce qu'il raconte Nauri. Bon, enfin, je ne vais pas m'arrêter ça parce que je suis passionnée par cette histoire, mais je vais continuer avec mon séminaire. Et je voulais vous montrer la part où il dit les 400 phonèmes, ça me semble incroyable. Mais c'est seulement que des petites... Vous voyez, il sépare bien ce que c'est les séjours intra-utérins. Il sépare bien ça, les séjours intra-utérins, du séjour extra-utérin, la rencontre avec la mère, et tous les gains et les pertes, mais qui sont nécessaires, attention. Il ne va pas dire qu'il faut que l'enfant gagne toujours, au contraire. Il y a beaucoup de problèmes quand la mère est subprotectrice, parce que ce n'est pas seulement les psychiques, c'est aussi les physiques. Il fait la comparaison avec certains animaux, que la mère, quand ils naissent, il les laisse affronter la réalité tout seul, qu'ils se débrouillent. Oui, tout de suite. Bon, ça c'est pour les animaux, c'est différent pour nous, on ne peut pas se comparer. Mais il les met comme exemple pour dire combien de mères... Et alors, qu'est-ce qu'il fait ces petits lions, ces petits animaux? Il acquiert des capacités physiques extraordinaires. Il va courir derrière la mer pour pouvoir se prendre. Voilà. Si c'est pas bouffé, Et s'il ne se fait pas bouffer, non, mais Vraiment, la mère justement. protège, justement. Exactement. Justement, grâce à la mer, il sait se défendre, il fait courir, il fait des animaux des proies, il fait se protéger. Alors il met cet exemple pour dire qu'il reçoit, parce que c'est un pédiatre très connu, beaucoup des enfants qui ont des problèmes que les parents ne les laissent. Ils lui donnent tout et il les surprotège et parfois il ne les laisse même pas développer ses activités physiques parce qu'on lui donne tout à l'avance. Et ça fait très mal chez les enfants. Au contraire, les enfants, si vous les regardez bien, ils veulent s'indépendiser. Moi, j'ai vu des enfants qui commençaient à marcher, ils commençaient tout petits, doucement à marcher, et la mère arrive parce qu'il doit aller, il les prend dans les bras. Parce qu'elle va aller vite. Et l'autre pleure, les petits enfants, ils pleurent. Pourquoi? Il veut son indépendance. Les enfants veulent s'indépendiser des parents, ça c'est... Il suffit de regarder un peu pour voir ça. Mais nous, qui on est pressés, que c'est ci, que c'est là, mais j'ai vu toujours des enfants qui pleurent parce que la mère la prend dans les bras. Voilà, des petits exemples. Ils développent tout ça. C'est... Comment? Parce que ou pour qu'elle la prenne dans les bras ou parce qu'elle la prenne dans les bras? Non, elle pleure parce qu'elle veut marcher. Et que sa maman l'interrompt dans son élan. Et voilà. Voilà, je vois qu'il a beaucoup d'expérience avec. Vous êtes un bon observateur. Ça va. Et vous êtes un philosophe. Vous allez nous aider maintenant que je rentre là. Bon, ça c'était parenthèse pour vous dire que c'est impressionnant. Il faut le lire. Ça va vous servir. Ça va vous servir. Je vais vous l'envoyer. Vous me laissez mon mail. C'est une conférence qu'il a fait, un psychanalyste l'a invité pour parler de ce thème. Et d'abord, il a dit non, je ne sais pas, vous allez voir. Mais après, petit à petit, il commence, parce que c'est un pédiatre, mais qui travaillait aussi au CNRS. Alors, ce n'est pas lui qui faisait les recherches, mais il était au courant de tous les avancées neurologiques de l'année 84. C'était, pour nous, c'est vieux, mais... C'est récent, dans la science, c'est récent. On peut espérer qu'on a encore fait depuis. Comment? On peut espérer qu'on a fait depuis. Oui, ok. Ouais. D'autres progrès. Ouais. Bon, je vais continuer avec ma petite chose, parce que pourquoi ça m'intéresse? Parce que comme cette histoire de Dasdin, la chose, c'est le lié de la jouissance. Moi, je me dis, quand on dit toujours l'objet perdu, l'enfant, nous, tout le monde, par rapport au désir, les désirs et les désespoirs. Les désirs, c'est quoi? Vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. C'est quelque chose qui a été perdu.
Et moi, je soutiens, je fais un travail et je commence à... Et ça, que c'était cet autre qu'on ne va jamais retrouver, au fait, c'est ça, c'est cette jouissance perdue quand on était dans l'utérus. Et que la science vous montre qu'il y a une mémoire, l'enfant a une mémoire de ce qu'il a acquis dans l'utérus, qu'il n'a pas de coupure entre... Par exemple, les neurologues s'occupent de celui qui est à l'intérieur, les psys, des tuteurs, des éducateurs, tout s'occupent de l'enfant qui est à l'extérieur, mais en fait, il n'y a pas une coupure brutale entre les deux. Il y a des acquis intra-utérins qui persistent toute la vie. Bon, donc pour moi, c'est das Ding, c'est lié les jouissances que jamais on va retrouver, et on le dit clairement, oh, je vais rentrer dans les ventres de ma mère. C'est pas une chose qu'on n'a jamais Non, entendue. je veux rentrer chez ma mère. Ben oui, mais c'est façon de parler aussi. Et c'est les liés où on était si bien. Et j'ai vu ça parce que Lacan est un peu critiqué ou un peu laissé de côté cette histoire de Das Ding, parce que la chose, Das Ding, il a parlé dans un seul séminaire, mais après il a repris, mais parler, vraiment parler, adresser un séminaire, c'est dans les séminaires sur l'éthique. Éthique, c'est les séminaires. L'éthique, c'est le numéro 7, le séminaire l'éthique, 59-60. Pourquoi l'éthique? Parce que voilà, justement à cause de ces jouissances que lui, il a liées à la pulsion de mort, à quelque chose de destructif, d'anéantissant, les suicides. Je viens de perdre une amie, elle avait tout, chercheuse, CNRS, tout ça, il s'est suicidé. C'est ça la pulsion de mort. Il monte au Pont-Neuf, c'est jette sur la scène. Pour vous dire, c'est ça les Das Ding. Au lieu de tuer peut-être sa mère, justement, les mélancoliques, c'est un moment de mélancolie. Faire ça, il faut être avec une souffrance extrême. Se suicider, c'est le moment que vous faites cet acte, c'est parce que c'est ça le désespoir, mais je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'est suicidé, je ne sais pas non, si... j'ai un frère qui s'est suicidé. Enfin, moi, jusqu'aujourd'hui, je crois pas à cette thèse, mais j'ai pu imaginer que s'il s'est suicidé, c'est que la souffrance, ce qu'il vit qu'à ce moment, devenait insupportable. Et c'est pour mettre fin à quelque chose qui est... Exactement. C'est une chose insupportable. C'est une chose... Si vous jetez là avec des pierres dans les sacs pour que personne ne puisse la rattraper. Mais comme elle, il y a des tas. Des personnes qui se suicident. Pour vous dire, à mon avis, et comme je suis psychanalyste, et c'est un rapport justement à la mère, c'est un rapport à quelque chose de très archaïque, et c'est un rapport, comment vous dire, mélancolique. Certains disent qu'elle était psychotique, je ne crois pas, mais dans le sens qu'elle était dans la jouissance. Il y a eu beaucoup de contraintes universitaires, l'administration universitaire française, ceci, cela, des contraintes de tout type. Mais elle se mettait elle-même aussi dans tout le monde contre elle. Bon. Mais ne lâchez pas sa jouissance, parce qu'elle était incroyable, c'était pas une mélancolique comme ça, j'étais dans son lit. Non, 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 c'est une femme, entre guillemets, excusez-moi, qui avait des couilles. Je ne dis pas là, et c'était pas quelqu'un, non. Et à mon avis, moi, on discute, nous, entre psychanalystes, qu'est-ce qui a pu se passer avec cette femme, parce qu'on la connaissait tous. Et il y a que certains qui disent psychotique. Et moi, je pense à ce rapport avec Das Ding, avec, il est dit, vous allez le voir dans mon texte,
Et das Ding, c'est quelque chose qui vous appelle, mais on ne peut pas approcher. On ne peut pas approcher parce qu'elle est très dangereuse. C'est une jouissance extrême. On prend des distances. Et néanmoins, à cause de ce lieu vide qui reprend la canne de Freud, et c'est là où les créateurs, les poètes, les écrivains, les inventeurs, c'est à cause de ces das Ding que tous ces fantasmes, que toutes ces inventions vont être quelque part en lien avec ces das Ding, avec ces vides. Ces vides qu'ils n'approchent pas, ils l'approchent par l'écriture, par la peinture, Picasso, etc. Mille peintres, non? C'est une façon d'approcher cette chose, la chose, que c'est un énigme, un mystère. Ça reste, c'est pour ça que je dis, c'est le côté poétique de la psychanalyse, parce que je ne peux pas vous expliquer comme en mathématiques qu'est-ce que c'est das Ding. C'est une chose qu'on peut essayer de les dire, de l'approcher avec des mots, mais c'est surtout les artistes qui peuvent faire ça. La création, la sublimation est liée à das Ding. Et ça, c'est toujours dans les séminaires l'éthique de Lacan. Si vous vous intéressez, si vous avez le temps, si vous les lisez, dans toutes les bibliothèques, il y a Lacan maintenant. Je suis dans les 13e, vous avez 4 bibliothèques. Bibliothèque municipale ou l'université? Bibliothèque municipale. C'est bien. Oui, oui, oui. Lacan et Freud, vous les trouvez dans... Vous êtes à Paris? Non, Ah. j'habite à Créteil. Ah, Créteil, mais à Créteil aussi. Oui, il y a des probablement. Si, il y a des Freud et Lacan, vous les trouvez. Les autres, c'est plus difficile, mais Freud et Lacan, partout. D'accord. Et alors, pour vous dire pourquoi je m'intéresse à la chose, plus que pour l'horreur de la destruction, l'anéantissement, les guerres, l'horreur, tout ça, je ne vais pas m'approcher. Mais je m'approche à cause des créateurs, des inventeurs. Et je pense que pour ça, Freud a toujours dit que c'est les écrivains et les poètes qui anticipent la psychanalyse. Il l'a toujours dit. Eux, sans faire des travaux scientifiques, d'élaboration des concepts de ceci, de cela, ils développent quelque chose et que la psychanalyse n'a qu'à être d'accord. Et Wedekind, c'est un cas. Wedekind, bon, tout ça dans mon séminaire que je vais vous envoyer, il y a une dizaine de pages, sont toutes des choses théoriques que si vous voulez, je peux vous les dire. Mais bon, j'ai fait association libre, parce que si je suis ça, vous allez... Comme vous voulez, mais je préfère vous parler comme ça en général parce que c'est notre première rencontre. Alors, qu'est-ce qu'il va avancer Wedekind? Et c'est pour ça qu'il a intéressé pas seulement Freud, mais aussi Lacan. Et Wedekind, donc je vous répète, c'est 1890 qu'il a écrit. Il avait déjà écrit à 8 ans des poèmes. Mais là, il a 1990, il y a 20 ans, je ne sais pas. C'est un écrit de sa jeunesse. Il fait du théâtre surtout, mais c'est sa première pièce qu'il a écrite. C'est petit, et tout ça, il y a beaucoup de pièces de théâtre. C'est petit, vous allez les trouver. Ça aussi, je l'ai trouvé en bibliothèque. Moi, je trouve tout en bibliothèque. Et... de quoi parle Wedekind? Wedekind, les veilles du printemps. Les veilles du printemps, ce sont justement la période pubère-adolescence. Les veilles du printemps, c'est les veilles de la sexualité. Même déjà pubère. Il y a quelque chose qui commence à se métamorphoser du corps. Il y a un changement du corps, il y a des petits poils qui sortent, des petits seins, des transformations du corps qui va avoir c'est une métamorphose du corps qui peut devenir traumatique. Pourquoi? Parce qu'avec cette métamorphose du corps, il y a aussi une sexualité qui remonte.
Avant, l'enfant, la seule chose qu'il voulait, c'est grandir, faire un peu plus grand pour toucher l'ascenseur. Mais là, il arrive une nouveauté parce qu'il sent aussi son corps des sensations. Il s'aperçoit. C'est un moment de crise. C'est pour ça qu'il y a tellement de crises d'adolescents. C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes d'adolescents. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans la peau d'un adolescent et de qu'est-ce que c'est rentrer dans la sexualité. Choisir son sexe. Est-ce que je vais m'éclairer des garçons, ou des filles, ou les vieilles, ou les enfants. C'est une transformation d'un discours. Avant, ils s'occupaient que les discours, c'était les discours familiales. Aller à l'école, justement, Freud dit, l'école est là pour voiler toutes les questions de sexualité. C'est la civilisation qui vous cache tous ces problèmes qui sont l'éveil de la sexualité. Les rêves, c'est un éveil, attention, parce que pour Freud, vous savez que la sexualité existe depuis le bébé, plus tendre âge. Avant, je ne pouvais pas croire, mais l'expérience me l'a appris. Les petits enfants, les petits garçons sont terribles, hein. Ils ont une sexualité très forte, à 3 ans, 4 ans. Mais même des tout petits, apparemment, il y a des psychanalystes qui extrêment un peu, mais pour certains psychanalystes, les premiers rapports avec la mère, la relation. Moi, j'ai un petit film de 2 minutes superbe où vous voyez la maman avec son nouveau-né, tout petit né. Et elle lui parle, elle lui donne la tétée. Vous voyez une jeune femme exubérante. Ça fait aussi fantasmer à nous, hein? Mais vous la voyez parler avec son bébé et comment son bébé parle avec sa mère. Parle, je ne sais pas, mais surtout bouge les jambes, s'érotise. Les contacts entre la mère et les bébés, c'est pour ça que c'est une chose. Bon, pour certains analystes, c'est presque un rapport sexuel qu'il y a entre la mère, même s'il n'y a pas les sexes. Vous savez que pour la psychanalyse, les sexes a une conception large, c'est pas pénis et vagin. Mais dans ces dialogues, vous voyez comment l'enfant s'érotise, comment la maman jouit parce que l'autre lui répond. Alors pour vous dire que je vais parler de la sexualité à l'adolescence, mais c'est bien connu que la sexualité, d'après Freud, c'est nos pulsions. Nos pulsions, ce qui nous tient droit. C'est ça. Donc, les problèmes avec les adolescents, surtout en milieu des lycées, des collèges, où il y a tellement de problèmes actuellement, mais toujours il y a eu, mais actuellement c'est de pire en pire. Parce que c'est très intéressant tout ça, mais ça n'est compréhensible, on peut l'admettre, que lorsque le rapport est traversé mère-fille ou père-fille, c'est pas père qui accouche, c'est la mère, mère-fils. Mère-fille, ça se comprend moins bien. Mère-fille, la sexualité. Mais parce qu'on ne parle pas d'une sexualité pénis-vagin, justement. C'est une sexualité par la parole. C'est le fait que la mère parle à son bébé. C'est le fait que la mère érotise. Comment les mères érotisent leur bébé, femme ou garçon. C'est pareil. Bien sûr, le rapport avec les garçons, dit-on en général, c'est plus fort entre une mère et son garçon. Mais avec la fille, il y a plus orageuse. Mais bon, ça sont des généralités, il faut voir cas par cas. Mais en tout cas, il y a une sexualité autant avec la fille qu'avec les garçons. Mais sinon, il n'y aurait pas de filles homosexuelles. Ils restent collés à l'érotisme de la mère. Oui. Il ne peut pas se séparer de la mère.
les homosexuels sont des gens qui adorent les mamans, autant les filles que les garçons. C'est une adoration. Bon, je reviens à mon Wedekind pour vous raconter simplement que c'est tellement important que Freud a parlé toute une séance en 1907, parce que ce monsieur Wedekind a été censuré, tout le temps censuré. C'était un type extraordinaire. Moi, je l'adore parce que je suis d'origine très modeste, mais ce Wedekind venait d'une famille très fortunée, mais il n'a pas voulu rentrer dans les codes de sa famille. C'est la fin du 19e siècle, les Européens qui colonisaient toute l'Afrique, tout le monde, et il y avait certains que c'était d'une richesse extraordinaire. Ce type Wedekind n'a pas accepté les voies que sa famille l'imposait, il voulait être artiste. Sa mère était déjà chanteuse et femme de théâtre, mais lui, voilà, il ne s'est pas identifié à son père, mais il a voulu suivre la voie de sa mère, et c'est un fille qui avait une fortune telle que son père a essayé de les hériter, ils se sont disputés, mais Wedekind a fait ce qu'il a voulu. J'admire ces gens-là. Mais lui, il avait une fortune pour pouvoir les faire. Attention, pas tout le monde peut faire ça. Ça, c'est un détail important. Alors, il a fait, je vous dis, à 8 ans déjà, il a fait de la poésie. Son père voulait qu'il soit avocat. Mais c'est l'art qui l'a tiré, et c'était un bon vivant. Il aimait les femmes, il aimait c'était un bohémien, comme on appelle un bohémien. À Munich, il paraît qu'il y a eu toute une période où c'était très bohémien. Munich, Berlin, il est allemand d'origine. Et il a été en prison parce qu'il avait pas injurié, mais il avait critiqué l'empereur Guillaume Ier ou Guillaume II, je ne sais pas. D'Allemagne. Les Prusse sont pas le peuple. Oui, voilà. Il n'était pas unifié encore l'Allemagne, mais il y avait un empereur. Donc il a. Un Kaiser, voilà. Et pour vous dire que c'était un homme hors société, mais il pouvait tenir parce qu'il avait quand même. Mais il est mort pauvre, il a tout délapidé. C'est un peu comme Molière, hein? Molière en France, que Molière toute sa vie a adoré le théâtre, c'était sa vie, hein? Et il est mort sur scène. Ah bon? C'est lui, Wedekind. Oui, je vois sur la photo. Vous voyez, on voit bien que c'était les grands bourgeois, mais un bourgeois pauvre à la fin. Mais, parce que lui, il a interprété un des personnages de cette pièce, L'éveil du printemps. Il était acteur, il adorait les cirques. Il est venu à Paris et fréquentait les cabarets, les cirques, tous ces lieux noctambules, tous ces lieux qu'on s'interdit, nous, pauvres travailleurs, on ne peut pas les faire. Il passait ses nuits, mais c'était un grand travailleur aussi parce qu'il a écrit énormément. Et c'est lui, l'auteur de Lulu. Vous connaissez Lulu? C'est une opéra, c'est une pièce de théâtre. Lulu, mais aujourd'hui je vais parler seulement d'éveil du printemps, que c'est l'adolescence. C'est un texte très jeune, qu'il a écrit très jeune. Par contre, Lulu, il était déjà un homme. Lulu, c'est celle qui a été tuée par Jacques Léventreur. À Londres. Non, mais attention, c'est un personnage inventé. Ah bon? Parce qu'à l'époque, Jacques Léventreur a tué beaucoup. Oui, à Londres. Il était à Londres. Quand il a écrit Lulu, il a été à Londres. Parce qu'il s'est promené partout, Wedekind. Il était à Londres. Et tout le monde parlait de cette histoire. C'est l'époque, 1888. Et alors, il a imaginé une Lulu avec laquelle, mais que ça n'a pas existé, c'est sa fantaisie. Et avec laquelle Jacques Léventreur l'a tué. Mais je vais parler un autre jour de Lulu parce que c'est la sexualité féminine. Là, je suis dans la sexualité des pubères, la femme de 13 ans qui commence, 14 ans,
Bon, c'est déjà l'hécatombe. Mais Lulu, par contre, c'est une autre histoire et je vous la, pour la prochaine fois, si vous revenez, Bien je vais sûr. vous la Si, moi, je raconter. reviendrai. Bon. Et alors, Vedeki, et l'éveil du printemps, il s'agit donc, je ne sais pas par où commencer, si vous racontez l'histoire ou vous racontez ce que la psychanalyse prend de lui. Parce que, je vous répète, vous savez que Freud, au début, il y avait une société entre amis, en 1902 ou 1904, la Société des mercredis, la Société des mercredis, pour vous dire à quel point ça les a impactés, parce que ça a été écrit en 1890, mais ça a été censuré. La société de l'époque, il faut voir qu'est-ce que c'était société. Ils ne pouvaient pas accepter une pièce de théâtre comme ça, que les adolescents se masturbent, dire que, parce qu'on ne voit pas l'enfant se masturber, mais que l'enfant se masturbe, ou que dans les prisons il y a des masturbations collectives, ou que la fille à 14 ans a un bébé qui avorte, c'était inadmissible. Donc, seulement en 1907, ça veut dire 17 ans plus tard, je ne sais pas combien d'années plus tard, il a pu la représenter, et c'est là que Freud s'est intéressé, et dans la séance de mercredi en 1907, ils ont fait, vous allez la recevoir par courrier, par la mail, et tout est écrit là. Qu'est-ce qui intéresse Freud de cette pièce? Il y a beaucoup dans la société de mercredi qui ont critiqué, critiqué ça veut dire qui ont parlé de cette pièce de théâtre, et pour tous, la chose la plus importante, c'est ça, que ce type, avant que la psychanalyse naisse, parce que la sexualité infantile, c'est 1905, 1905. Les essais. Les trois essais, exactement. Les trois essais. Donc, et il a écrit en 1890 et avant. Mais donc, c'est ça qu'ils admirent, que Vedeki parle de la sexualité infantile. Parce que dans les réflexions qu'ils font les gens adolescents, ils sont émis par les propres sexualités, mais ils parlent entre eux, ils parlent de ce qu'on ressentait justement quand on était avec la maman, de l'amour des familles, de l'amour, mais où il y avait ce sens d'une sexualité. C'est ça qu'ils ont apprécié de Vedeki. Beaucoup d'auteurs à l'époque ont parlé de la sexualité des adolescents. Il y a Musil, je ne sais pas si vous les connaissez, bon, beaucoup de la littérature allemande, mais ici aussi, il y a Zola et Zola parlait de la sexualité infantile. Oui, et beaucoup d'auteurs français, ne parlons pas de Gide. Gide, oui, de Bazin, je ne connais pas Bazin. Hervé Bazin. Hervé Bazin. Et le marquis de Sade, il en a parlé aussi ou pas? Ah, Marquis de Sade, mais lui, pas... Marquis de Sade, c'est une autre histoire, parce que le Marquis de Sade, ça a été remis, maintenant c'est devenu à la mode dans les années 70, et avant on avait oublié complètement Sade. Mais ça c'est une autre histoire, Sade c'est un pervers. On parle de tout type de névroses. Si, il y a des petits pervers, mais qu'est-ce que ça veut dire pervers? On ne sait pas, parce qu'on sait bien que la pulsion est perverse, parce que la pulsion... Bon, il y a des pervers. Les prototypes de pervers, c'est celui qui peut jouir avec une paire de chaussures d'une femme, ou avec... il jouit seulement de... La femme, ça ne l'intéresse pas du tout. Il peut jouir seulement pour des petites chaussures. Bon, un pervers, c'est pas mon thème d'aujourd'hui. On peut parler, mais c'est pas mon thème d'aujourd'hui. La perversion, alors là, c'est quelque chose. Sade était parmi les grands des grands. Il a été élevé avec c'est d'une famille je ne sais pas comment dire, mais de l'époque royale, c'est des condés, je ne sais pas. Mais des tout petites,
Sade, c'est une autre histoire. Sade a fait ce qui lui est passé par la tête, Tête. mais depuis qu'il avait 4 ans, Ah bon? il frappait son petit cousin parce qu'il a été élevé avec la famille, je vous dis, royale. Il fait partie de la famille royale, Sade. Pour les sauver la vie, on l'a emprisonné en Bastille. Sinon, ce type aurait été déjà mort parce qu'il faisait. Je lis ça. C'est terrible, ça. Je ne sais pas si vous avez vu les films. Comment ça s'appelle C'est sur les nazis. Mais là, on voit tout ce qui est sale. Comment ça s'appelle C'est les films sur les nazis. Les 100 jours de Sodome. Les Je 100 connais jours pas. de Ah bon? Un film. C'est un film, et c'est 100 Pasolini jours qui de- l'a fait. Pasolini. L'italien. L'italien, ne parlons Sodome. pas de Pasolini. Tous les artistes, mais c'est ça la sublimation. La sublimation, c'est essayer de désexualiser ses pulsions. La pulsion est sexuelle, mais la sublimation, c'est détourner la pulsion de la sexualité pour pouvoir écrire, peindre, pouvoir... Et c'est ça qui a fait Sade en prison. Parce que tous les textes de Sade sont D'accord. faits en prison. Hein. D'accord. Avant, il n'écrivait pas, il faisait des folies que vous ne pouvez pas imaginer. Bon, mais ça, c'est un autre thème. Ça, Sade. voilà. Il est passé- Et Et la prison, il est passé au fantasme. voilà, très bien. Dans la prison, sont que des fantasmes. Tout ce que nous connaissons, en réalité, rien s'est passé. C'est les fantasmes de Sade. Par contre, Sade, après, il a fait des choses terribles. Hein. C'était un type qui n'avait pas de... Voilà. C'est ça. C'est pour ça les mal de la jouissance. Parce que lui, il était dans la jouissance. Il ne s'intéressait pas à l'autre. Qu'est-ce que vous sentez si je vous fouette 40 fois? Non, il ne pouvait pas sentir. Il fouette, il fouette, il fouette. Il tape. C'est ça la perversion, c'est la transgression, c'est le das Ding. Justement, ça rejoint notre thème par rapport à la... C'est quoi la jouissance? La jouissance, c'est la transgression, pas seulement de la loi. C'est la... Ils croient au grand autre, on dit ça. Les pervers croient au grand autre, au das Ding. C'est pour ça qu'il est dans la jouissance. Ce sont des gens que vous ne pouvez pas la contenir. Ils n'ont pas d'âme, de cœur, ni rien. Ils satisfont que ses pulsions. Je crois que ça englobe quel aspect de la jouissance, la transgression. Il n'y a pas que la transgression de la jouissance. Si, la jouissance, c'est par exemple. Les plaisirs, c'est une chose. Les plaisirs, c'est tu prends ton pied, tu prends des plaisirs, c'est une chose. Les plaisirs viennent faire obstacle. La jouissance, c'est excès. Excès. Quand tu vois quelqu'un excessif, c'est un jouisseur. C'est la jouissance. Les plaisirs, c'est une autre chose. Mais attention, pas tous les jouissances sont perverses. Tout est très compliqué. Et là, je suis en train de mélanger des choses que je ne pensais pas parler. Mais la jouissance, c'est transgression, Michel. Sinon, de toute façon, les désirs, c'est transgression. Tu désires quelque chose que c'est interdit. Pourquoi? Que c'est quoi les désirs? Je vais dire une chose brutale et que les désirs, c'est l'interdiction. Pardon? Inaccessible, pas forcément interdit. Comment? Ça peut être simplement inaccessible. La chose est inaccessible et la jouissance est inaccessible. Mais les pervers, ils font leur jouissance. Et un type, il y a des cas tous les jours. C'est pas que ça, hein, dans les journaux, si tu lis, il y a des choses qui se passent. Hein. L'affaire qui ont affaire des enfants Boutreau. Dutroux, en Belgique. En Belgique. Le couple Dutroux. Voilà, mettre des enfants dans les... Boutreau, hein. Oui, je ne me souviens pas exactement le nom. Boutreau. Non, des pervers, il y a tous les jours. Dans l'art, il y a beaucoup de pervers, mais justement qui arrivent par l'art à éviter c'est un détournement
de la sexualité de la pulsion, c'est pulsionnel quand même, mais appliqué à l'art. Vous savez qu'il y avait un peintre, pour parler, bon, il n'était pas pervers, mais vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il baissait dans la Renaissance italienne, pour pouvoir peindre, dessiner ce qui ressemble à c'était quelqu'un qu'on avait tué, qu'on avait, je ne sais pas, arraché la peau, un type qui souffrait énormément, donc il assistait ou il faisait parfois torturer quelqu'un pour pouvoir exprimer bien dans la toile les gestes de celui qui souffre à mourir. Ben, c'est ça, une jouissance. L'artiste, il aurait préféré se faire dépecer lui pour après. Mais oui, il aurait pu faire ça. Oui. Là, il aurait bien senti. Autoportrait. Dans ce que vous dites, comme dites que la sublimation, c'est détourner la pulsion, détourner la pulsion du sexuel. Des buts sexuels. Du but sexuel. Donc, autrement dit, donc, il reste quelque chose de la pulsion, mais on l'a détournement du but. Totalement. Il y a seulement le détournement des buts. Mais la pulsion, il y a. Rappelez-vous de Freud, les drames, ça veut dire la source, les zones érogènes, les zones de votre élection. Il y a quelqu'un qui aime, je ne sais pas, les fesses des femmes, d'autres qui aiment les seins, bustes, les seins. Les yeux. Ça, c'est les zones érogènes, oui, sont des sources. C'est la source de. La pulsion naît dans des zones érogènes, d'une certaine façon. Mais quand on dit que les petits bébés aiment faire caca tranquillement dans sa culotte, mais voilà, c'est une pulsion aussi, un plaisir extrême qu'on va l'arracher après. Mais si vous voulez, je peux vous dire tout ça clairement, pas parce que tout ça, je l'écris. D'accord, très bien. Merci. Sublimation. On va aller directement à la sublimation parce que tout ça, c'est le rapport. Oui, parce que je n'aimerais pas rester seulement dans la chose qui renvoie à une mère mythique, mais aussi la question du père. Le père est important dans toute cette histoire. Il faut l'intervention du père pour que l'enfant puisse se constituer et trouver un équilibre dans la vie, parce que c'est le père, au fond, qui va, justement, s'il y a interdiction de la mère, c'est le père qui la pose en principe. C'est le père qui sépare la mère de la femme. Pourquoi? Parce que le père désire la femme. En principe, la femme, je ne sais pas quoi. Non, parce qu'après, ça se perd. On a 40 ans de mariage, ça se perd tout ça. Mais au début, quand on est jeune, ou je ne sais pas, la mère a un bébé, bon, les papas, au bout d'un mois et demi, ça commence à faire trop, il veut faire l'amour. Et c'est là que la mère commence à redevenir femme. Il y a des femmes qui, même en sortant de la clinique, sont toujours des femmes. Mais il y a des femmes, non, qui font une fusion avec les bébés. La plupart. On fait une fusion parce que vous vous rendez compte, ça sort de sa peau. Et c'est mutuel, la femme aussi est collée à la maman. Donc non, mais il faut que le père intervienne pour séparer l'enfant de la jouissance maternelle. Parce que là, il y a la jouissance de la mère aussi. C'est la jouissance de la mère qui incite, qui érotise, qui phallicise cet enfant, homme ou femme. Je vais vous lire Sublimation, comme ça. Non, mais là, par exemple, j'ai mis par titre « Être pour la mort, être pour les sexes ». Ça veut dire, quand Freud parle de pulsion de mort, c'est l'être pour la mort. Et la vie va devenir à la mort. Mais Lacan dit aussi être pour les sexes. Et nous sommes être pour la mort, mais aussi pour les sexes. Bah, c'est rare.
Même les religieuses, ils trichent beaucoup, parce qu'en principe, ils ne vont pas faire des choses coquines. Mais on voit, surtout dans l'Église catholique, il y a- on est des êtres sexuels, hein, on est des êtres des sexes. Bon, je vais passer à la sublimation. Je vais vous lire, mais... La sublimation est l'opération psychique par laquelle les sujets ne se lancent pas à la recherche leurrante et pourtant désespérée de l'objet, mais de l'objet dont on parle. L'objet, en principe, c'est toujours la même, mais qui, au contraire, a le courage de célébrer sa perte, la perte de l'objet en tant que tel. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il a le courage de pouvoir créer une autre chose au lieu de rester à la recherche de l'autre objet. Il va investir lui-même. C'est pas à la portée de tout le monde et en même temps, oui, faire un bon plat de cuisine, c'est aussi une création, une sublimation. Mais bon. Bon, ici, il y a une chose très lacanienne. Un autre jour, je vais l'expliquer. L'aphorisme, il y a Lacan qui fait un aphorisme. Sublimer, c'est élever un objet à la dignité de la chose. La chose, c'est das Ding, c'est que sublimer, c'est élever un objet à la dignité de la chose. C'est ça la créativité. Ça veut dire quoi? La chose, c'est ce dont nous parlons, le lieu de la jouissance, un lieu mythique, un lieu qu'on a peur de s'approcher. Mais élever un objet à la dignité de la chose, ça veut dire quoi? Créer un objet, par exemple Picasso qui peint une femme, n'importe quel acte, ou de la musique, ou un musicien, ou un écrivain, élève quelque chose, ça veut dire quelque chose qu'il fabrique lui-même, il le met à la dignité de cette chose inapprochable, mystérieuse, mais c'est lui qui devient un créateur et c'est lui qui va être reconnu par ses amis, par la société quand il devient célèbre, mais par ses amis. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il dessine bien, qu'est-ce qu'il a des aptitudes, il y a une reconnaissance. Ce type-là a élevé un objet, soit la peinture, la musique, ce que vous voulez, l'a donné une dignité. Et pour faire ça, il a désexualisé sa pulsion. Par exemple, un autre exemple un peu plus cru et brutal. Qu'est-ce que c'est un boucher? Non, qu'est-ce que c'est un chirurgien? Un chirurgien, c'est comme un boucher, mais qu'il a fait des études, mais au fond, c'est quelqu'un qui vous coupe un petit morceau, qui, comme un animal, mais l'effet d'avoir créé à travers l'étude, de se faire une profession, il a sublimé ses pulsions sexuelles parce que, je ne dis pas que tous les bouchers sont des pervers sexuels, mais l'effet de couper quelqu'un en morceaux, bon, Sada faisait ça, hein. Au lieu de couper l'animal, il a coupé des femmes. Il a fait des bains, il a poisonné des femmes, il a fouetté. Ah, c'est terrible. Les choses qu'il a fait. Pour qu'on le mette dans la prison, il a fait toute sa vie. Il a son prison toute sa vie jusqu'à la mort. Toute sa vie, il a été emprisonné. À la Révolution, on l'avait libéré, mais rapidement, on l'a mis en prison. Parce qu'avant, c'était la reine, parce que lui était dans le côté royal, qui faisait un saut, je ne sais pas comment on dit. C'est la belle-mère qui l'a mis en prison. C'est une femme comme ça qu'il a décidé, c'est comme ça l'époque royale, qu'il a décidé qu'on le mette en prison, et comme elle était la reine, on ne pouvait pas dire non, tout ce qu'il disait. C'est comme ça que Sade a été. Mais Sade a fait des choses terribles.
je ne me souviens plus maintenant, mais avec des jeunes filles, pas seulement des jeunes filles de la rue, même par Non, exemple, il c'est- faisait des fêtes, il empoisonnait, il les donnait, regardez comment il s'amusait, il les donnait des bonbons qui produisaient de la diarrhée. Dans la fête, tout le monde sortait. Ah, ça, c'est pas Mélissa. Il a donné, il ne pas tout le monde très content. il va voir dans les Ça toilettes. ouvre des horizons. Tout le monde partait aux toilettes. Non, c'est drôle, mais pour les gens de l'époque, les princesses, Avec les belles robes, les c'est ça, belles les robes, robes. tout le monde en train de courir. Il n'y a plus que le saumon qui fait sa cuisine quand tu invites des psychanalystes. Comment? Ah oui. Mais bon, non, les pervers sont terribles, non. Ici, il y a un fameux cas, moi je l'ai suivi, Chanel. Non, Chanel, c'était un militaire. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Bon, il était trop gentil et quand il sortait, parce qu'il était quelqu'un avec d'autorité, c'était quelqu'un qui pouvait lui faire confiance, parce qu'il était, c'était où que c'est passé? Un Mourmelon. Où? Un Mourmelon. Mourmelon. Quand il sortait, les jeunes conscripts, les jeunes, Non, militaire, il faisait d'accord. stop, il les montait, après tout les amenait dans un coin perdu, et là il les fouettait, les tuait à mort. Ils disparaissaient, il y a beaucoup de disparus à cette époque. C'était un militaire d'un certain degré, c'était un capitaine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il Non, un était. adjudant. L'adjudant. Voilà. Et par hasard, on l'a trouvé. Et vous savez, il était tellement pervers, mais et la police a vu une voiture là, c'était pas une voiture comme un petit camion, je ne sais pas comment on dit. Et la police t'a arrêté pour voir qu'est-ce qui se passait là. Et il allait partir parce que, comme lui, il s'est aperçu, il a fermé les types, je ne sais pas comment il a fait, qu'il était en train de fouetter, mais à mort. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et les gendarmes sont retournés, et montrez-moi ça. Et ils trouvent un type comme ça à l'intérieur, en train de... Et le type ne parlait pas français, c'était un étranger. Et voilà, c'est très fameux cette histoire. Et les types niaient, disaient que non, il était consentant, qu'il faisait ça pour jouer un peu. Non, non, en perversion, ce sont des choses très graves. Hein. On a tous des pulsions. L'enfant, surtout polymorphe, Le bébé, pervers, oui. comme on dit, Quand il est mais mort, ça ne veut le pas sein de dire sa ça. mère, ouais. Mais quand le bébé est mort, le sein de sa maman, est-ce qu'il a, à cette époque-là, il a conscience qu'il fait du mal? Ou bien il teste sa Oui, dentition? oui. On a créé des stades sadico-oral, sadico-anal. Ça, je ne pourrais pas vous dire s'il prend des plaisirs. Il prend des plaisirs, c'est sûr, mais... Déjà, il bouffe. Oui, ça c'est un plaisir déjà. Oui, oui. Non, que le bébé a des plaisirs, mais ça, je ne pourrais pas vous répondre. Mais par exemple, tous les bébés frappent la maman comme ça, avec ses petites mains. Ah, si vous observez, c'est intéressant d'avoir des enfants petits parce qu'on voit tout ça, on constate les théories freudiennes. Les enfants petits avec la mère, avec les papas. Non, tout ça ne sont pas des contes, c'est la clinique. Non, c'est la on réalité. voit ça. La C'est réalité. 1h15. Hein? 1h15. Comment? 1h15. Il est 9h15. On va arrêter là. D'accord. 10h15. Non, je dis, Ça fait 1h15 de... 1h15 que ça dure. Ah, d'accord. Bon, mais écoutez, de toute façon, je vais vous envoyer ces textes. Ça me fait plaisir de vous envoyer. Merci, par avance. Et parce que c'est très long. J'aurais vous souhaité raconter l'histoire de Bédéguine. Il se passe beaucoup de choses. Il y a un adolescent qui s'est